Deuxième jour sur l'aérodrome de Melun-Villaroche où nous poursuivons notre visite. Partons à la rencontre de ces autres passionnés et de leurs machines d'exception, à l'exemple de ce DC-3. Alain, vous êtes président d'une compagnie aérienne, également pilote, mais surtout un passionné, un vrai passionné d'aviation ancienne. Et d'ailleurs, vous possédez ce superbe DC-3. Oui, je suis tombé dedans à l'âge de 5 ans, donc ça fait un petit moment maintenant. Et il y a une dizaine d'années, avec des copains qui sont toujours dans l'équipe aujourd'hui, et puis ma famille, on a décidé de s'investir dans la restauration de ce Douglas DC-3 qui a été livré à l'Air Force en 1945. Alors celui-ci a les couleurs du débarquement, c'est un avion qui a volé dans l'armée américaine, puis surtout dans la Royal Canadian Air Force. C'est une icône volante, hein. C'est un avion qui est né en 1935. Il est né d'abord avion civil, il est né en Californie, chez Douglas, à Santa Monica. Et ensuite, il est devenu, avec le hasard de l'histoire et de la Seconde Guerre mondiale, il est devenu le cheval de trait du transport américain en tant qu'avion cargo. Il a changé de nom de DC-3, il s'est appelé C-47, surnommé Dakota par les Anglais. Et il a volé sur tous les continents, tous les océans de 1941 jusqu'à 1945. C'est l'avion de la libération, c'est celui qui largue les parachutistes la veille du débarquement sur le Cotentin. Donc c'est un avion absolument mythologique. L'armée française l'a utilisé beaucoup au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'avion qui largue le dernier parachutiste à Dien Bien Phu en mai 1954. Et c'est aussi le dernier utilisateur en France a été la Marine nationale jusqu'en 1992. Il a été notamment utilisé par la reine d'Angleterre lorsqu'elle voyageait au Canada. Voilà, donc il a en plus une petite touche un peu glamour. Combien il en reste en France actuellement en état de vol? Actuellement, à ce jour, 2 appareils qui volent de façon régulière et un 3e qui vole de façon un peu plus intermittente. C'est devenu un avion rare et même aux États-Unis, c'est un avion qui maintenant a basculé dans la collection. Il n'est plus guère utilisé en transport public de passagers qu'en Amérique du Sud. Ces avions étaient à l'abandon à Dinard avec un moteur cassé et les arbres qui poussaient entre les ailerons et l'aile. Et c'est une restauration assez longue qui a pris une bonne année et puis surtout qui se poursuit tout au long depuis parce que c'est une attention de tous les instants en fait de maintenir un avion. Donc c'est vous qui le pilotez? Alors c'est une petite équipe qui est constituée de 4 pilotes qui sont pour l'essentiel aussi mécaniciens sur l'avion. Et en tout on a une dizaine à travailler dans l'association donc un Dakota sur la Normandie. Il est utilisé principalement pour des meetings aériens. Ce n'est pas un avion qu'on peut sortir pour s'amuser le samedi, hein. C'est un avion de ligne, il fait presque 12 tonnes. Il a une capacité entre 24 et 28 passagers, sachant qu'aujourd'hui on est limité à 9 à bord maximum. C'est pas un jouet avec lequel on va prendre l'air le week-end, non, c'est un avion qui nécessite des moyens relativement importants pour le mettre en œuvre. Vous l'entretenez quasiment tout au long de l'année? Alors cet avion, oui, est entretenu tout au long de l'année, c'est l'avantage d'un avion de collection. Bien sûr, il y a une visite annuelle, mais c'est surtout des soins continus, dès qu'on a le temps, c'est-à-dire souvent le samedi après-midi. On se retrouve ici en équipe. Pourquoi avez-vous décidé de vous installer ici sur le terrain de Melun-Villaroche? Alors Melun-Villaroche, c'est un terrain extraordinaire parce c'est la base d'Edwards française en fait, hein. C'est un terrain qui a eu une grosse activité militaire pendant la Seconde Guerre mondiale par toute une politique de création de prototypes qui était financée par l'État. C'est ainsi que les hangars d'assaut, qui sont ceux qui nous hébergent aujourd'hui, ont permis de faire la construction notamment du Mirage 3, du Mirage 4, mais aussi des Mirages à décollage vertical. Et puis, c'est aussi une plateforme qui se vit au présent à travers les NAC qui forment les pilotes d'aujourd'hui et de demain, des pilotes de ligne modernes, ceux qui utilisent des appareils remplis d'électronique, loin de celui qu'on voit derrière nous. Et donc l'ENAC qui est installé juste là? Qui est à 300 mètres d'ici. Et puis bien sûr, la SNECMA et le groupe Safran, à travers les moteurs, le dernier né, le moteur LIP, sont des moteurs fabriqués à Melun-Villaroche qui vont vivre encore au moins 30 ou 40 ans. Donc c'est le trait d'union entre l'histoire, le présent et le futur qui se
continue de se jouer ici à Villaroche. Et d'ailleurs aussi sur ce terrain, on peut découvrir toute l'histoire des moteurs puisqu'il y a le musée. C'est le musée Safran qui est aujourd'hui l'une des plus belles collections de moteurs du monde, qui démarre avec les moteurs d'avant la Première Guerre mondiale pour se terminer avec les dernières créations LIP avec les ailettes en céramique, et c'est de l'autre côté de la piste. Donc un musée à aller découvrir également. Un musée exceptionnel à aller découvrir. Nous voici dans le plus grand musée au monde consacré aux moteurs d'avion. Abrité sous un hangar d'hydravion datant des années 30, ce musée aéronautique et spatial du groupe Safran a été créé en 1985. Il propose un parcours chronologique partant des légendaires rotatifs en étoile pour aboutir aux réacteurs ainsi qu'aux propulseurs de fusées et de satellites. Une collection de plus de 100 moteurs. Le plus ancien, l'Omega, qui équipa un avion Farman et battu plusieurs records du monde avant d'être monté sur des Blériot 11. On aperçoit également l'Atar, correspondant au début de l'aventure des turboréacteurs, puis le M88 du Rafale. À découvrir aussi l'Olympus du Concorde. Et bien sûr, les fameux CFM56, avec plus de 23 000 exemplaires en service chez Airbus, Boeing et McDonnell Douglas. Ici, on peut entendre les moteurs tourner, voir les avions qu'ils ont équipés, lancer un moteur au banc d'essai ou bien encore contempler un étage de la fusée Ariane et ses propulseurs. Un musée animé par un groupe de fanas qui se sont engagés à conserver et à valoriser ce patrimoine exceptionnel. Si une partie de l'histoire de notre aviation a laissé son empreinte sur ce terrain, des entreprises tournées vers l'avenir y sont aussi implantées. À l'exemple de LH Aviation, un constructeur aéronautique local à l'ambition internationale. Sébastien, vous avez créé cette société LH Aviation en 2004, ici sur l'aérodrome de Melun-Villaroche. Et vous concevez cet appareil, ce petit appareil, le LH10. Quelle est sa vocation ? Alors la vocation première du LH10, ce sont des missions de surveillance et des missions de sécurité. C'est un appareil qui est destiné au marché de la défense ? Oui, en effet, ce sont les marchés de la défense et les marchés de la sécurité qui sont les principaux marchés pour LH. Et c'est un avion qui est donc biplace, propulsé par un moteur à piston. La vraie différence du LH10, c'est d'être propulsif, donc avoir l'hélice à l'arrière, un moteur central et un arbre de transmission. Puis c'est surtout d'avoir une charge à l'air qui est extrêmement importante, ce qui lui permet de passer dans les mauvaises conditions météorologiques avec une vitesse qui est pour 100 chevaux très importante. Et l'appareil va à 300 km/h. On est autour de 300 km/h. L'objectif de cet avion, c'est surtout pour l'observation ? Alors, il y a plusieurs objectifs, mais en effet, sur les versions pilotées, on est sur de la surveillance, surveillance maritime, surveillance de territoire, de frontières. Et ces appareils sont conçus dans votre usine de Melun-Villaroche ? Oui, nous avons toute la fabrication de l'avion qui est réalisée ici, la conception aussi. C'est une volonté en fait que nous avons eue dès 2005 de construire et concevoir français. Et actuellement, vous concevez combien d'appareils par an ? On est sur un rythme entre 15 et 25 selon les commandes d'avions par an. Et vous concevez, je crois, une autre gamme d'engins volants ? Oui, en fait, LH Aviation, à l'origine, nous étions sur des avions pilotés. Nous sommes partis sur des avions dronisés, basés sur le LH10, mais aussi d'autres produits sur des solutions plutôt hélicoptères. Et pourquoi aviez-vous décidé de vous implanter ici, sur le terrain de Melun-Villaroche ? Alors, dès 2008, en fait, nous sommes installés ici. L'intérêt principal, c'est que nous sommes relativement proches de Paris et nous avons énormément de délégations qui passent nous voir. Et puis au-delà de ça, l'avantage en fait de la région, c'est que c'est un bassin d'emploi extrêmement intéressant pour nous, qui nous permet du coup en fait de pouvoir progresser relativement fortement. Et puis c'est vrai qu'on a sur le terrain l'avantage de cumuler à la fois je dirais des compétences techniques, mais aussi un côté historique qui est extrêmement agréable. Pour
l'ensemble de nos essais et nos démonstrations pour les délégations, c'est vrai que ce terrain nous présente vraiment en fait, des intérêts particuliers. Les pistes sont dégagées, il y a un trafic qui est quand même relativement limité, donc du coup ça nous permet de pouvoir être efficace très rapidement. C'est un site qui est extrêmement vivant, c'est un site où on se sent bien, c'est aussi très important, et puis où on peut voir voler des machines neuves comme celle-ci ou des machines beaucoup plus anciennes comme beaucoup d'avions historiques qui volent ici. LH Aviation n'a pas inventé l'aéronautique, il y a eu des gens avant nous et c'est important aussi de pouvoir avoir ce lien entre l'histoire et le présent. Melun-Villaroche conjugue ainsi parfaitement le passé, le présent et l'avenir. À bientôt pour un prochain tour de piste.